3, 2, 1... Salut tout le monde, j'espère que vous allez super bien, parce qu'aujourd'hui, en pleine période de finale de Coupe du Monde, j'ai décidé de vous parler des New Orleans Pelicans, en mode coast to coast. Ouais, ça m'a fait plaisir. Lundi, en live sur Twitch, parmi les 6 sujets que je vous ai proposés, vous avez choisi presque à l'unanimité que je parle des Pels. Et en même temps, je capte qui se serait imaginé qu'après un quart de la saison, l'équipe se retrouve au sommet de la conférence Ouest. Moi je me rappelle, j'étais hypé, j'en avais parlé en début de saison, mais à ce point, non, je n'en étais pas là. Alors maintenant, obligatoirement, des questions se posent. Est-ce juste un feu de paille ou alors est-ce parti pour durer? Et bien justement, c'est ce que nous allons essayer de voir aujourd'hui. Alors on ne perd pas plus de temps et c'est parti. Les Pelicans sont-ils un outsider sérieux cette saison en NBA? Alors pour répondre à la question, il faut commencer par voir un petit peu d'où ils partaient ces Pelicans l'année dernière. Ce qui est certain en tout cas, c'est qu'il y a un peu plus d'un an, au lancement de la saison 2020-2021, on n'avait pas non plus énormément d'espoir les concernant. Willie Green arrivait en tant que coach rookie, l'équipe était composée de beaucoup de jeunes et Zion Williamson, attendu pour être la superstar de l'équipe, était à nouveau blessé. À l'époque, l'incertitude régnait sur sa santé et nul ne savait quand il reviendrait. Le fait est qu'il ne jouera pas un match de l'année, dur. Ces difficultés se sont matérialisées en saison, l'équipe finissant à la 10e place de la conférence Ouest et arrachant le play-in in extremis. Néanmoins, post-All-Star Break, quelques embellis se faisaient remarquer. Non seulement Brandon Ingram était excellent, mais autour de lui, l'équipe semblait se souder, avec l'éclosion de certains jeunes comme Herb Jones ou José Alvarado. À côté de ça, l'arrivée de CJ McCollum au mois de février apportait de toutes nouvelles solutions offensives à cette team, qui d'un coup montrait des choses de plus en plus intéressantes. Et tous ces éléments positifs ont justement pu se confirmer lors du Play-in Tournament. Avec 2 victoires tour à tour face aux Spurs, puis face aux Clippers, l'équipe se qualifiait de manière presque providentielle pour les playoffs, pour la première fois depuis 2018. Mais à ce moment-là, en phase 2, ils auraient affaire à un ogre au premier tour, les Suns, qui tout simplement possédaient le meilleur bilan de toute la NBA. Bon là, aucun exploit ne prit place. Mais quand même, alors que tout le monde avait présagé un sweep, les Pels, portés par un Ingram de gala, ont quand même tenu 6 matchs, ayant même réussi à semer le doute dans l'esprit des hommes de Monty Williams sur le début de la série. Ils se sont battus, ils n'ont rien lâché, et ils pouvaient partir en vacances fiers d'eux, en sortant par la grande porte. Leur attitude avait été exemplaire, et leur combativité ne pouvait engendrer qu'un grand respect de la part de tous les fans et de tous les observateurs. Bien sûr, au départ, la déception pouvait se lire sur le visage des joueurs, après ce super parcours qu'ils venaient d'accomplir. C'est normal, ça fait toujours de la peine quand une histoire comme ça touche à sa fin. Et ouais, Brandon Ingram et José Alvarado avaient les yeux humides après leur élimination, mais que pouvaient-ils sciemment se reprocher? Quand on voit les efforts qu'ont dû mettre en place les Suns et notamment Chris Paul lors du match 6 pour pouvoir terrasser les Pels, on ne pouvait qu'admirer et applaudir ce chemin parcouru. Oui, pour qualifier Phoenix, le point god avec son 14 sur 14 au tir a juste dû réaliser la meilleure perf de l'histoire des playoffs en termes d'adresse au tir, rien que ça. Ça montre à quel point les hommes de Willie Green ont lutté et ont montré un beau visage. Et puis moi finalement ce que je me suis dit c'est que cette déception qui pouvait se ressentir chez les joueurs représentait peut-être le meilleur signe possible. Ça montrait à quel point ils étaient investis et ça montrait aussi à quel point ce coup dur pourrait les aider à être portés vers le haut pour les années à venir. Willie Green, fier de ses ouailles et fort de cette super expérience, en était très bien conscient. Beaucoup de choses que l'on a vécues cette saison ont été fabuleuses pour nous. De la fin de saison jusqu'au play-off, en passant par les matchs à élimination du play-in, tout nous a permis de prendre de l'expérience. Comme je l'ai dit aux gars dans le vestiaire, maintenant nous devons nous mettre au travail pour préparer la saison prochaine. Nous allons revenir à la salle le plus tôt possible et quand nous reviendrons, nous serons prêts. L'équipe avait désormais montré qu'elle avait des qualités individuelles mais aussi collectives, et avec le retour de Zion Williamson attendu pour la reprise, l'optimisme était réel du côté de Nola. Et là maintenant, si on retourne dans le présent et qu'on fait le point, au bout d'un quart de la saison, on se rend compte qu'ils ont bien fait d'y croire, et je pense qu'ils vont continuer. Là, après avoir pris leur revanche en saison face aux Suns en venant à bout de Phoenix à 2 reprises, coup sur coup, les Pels comme un symbole peuvent s'afficher fièrement, comme on le disait, au sommet de la conférence Ouest, le meilleur moyen de rebondir après l'élimination de l'année précédente au premier tour. Pourtant, tout n'a pas forcément super bien roulé dès le début de la saison. Après 12 matchs par exemple, même si le bilan n'était pas catastrophique, il était tout juste à l'équilibre. Il fallait prendre le temps de réintégrer un Zion Williamson, il fallait apprendre à jouer avec lui, et lui de son côté devait également retrouver le rythme, le tempo, et trouver des automatismes au sein d'un effectif qui avait largement été remanié depuis qu'il avait fait ses dernières foulées sur un terrain de basket 1 an et demi plus tôt. Et ces Pelicans, justement, au fur et à mesure, ils sont montés en puissance, en développant leur cohésion, en développant leur alchimie, en développant leur collectif, et justement en réintégrant Zion Williamson. Alors il y a eu des blessures, il y a eu des absences, mais peu importe, car la mentalité next man up que Willie Green essaye d'instiguer dans l'esprit de ses joueurs a pris vraiment une grosse place dans ce roster des Pelicans. Zion, McCollum et Ingram ont eu beau manquer des matchs, on s'en fout, parce que derrière eux, ils ont une armée de soldats prêts à faire tout le taf qui est demandé dès qu'on a besoin d'eux.
Là dernièrement, comme on l'a dit, le symbole était fort. Battre leur bourreau de l'an dernier, les Suns, 2 fois à 48 heures d'intervalle, c'était significatif. Et même si certains diront que le match 2 ne vaut pas grand chose parce que Phoenix devait se passer de Devin Booker, je leur répondrai que c'est pas grave parce que les Pelicans, eux, devaient se passer de Brandon Ingram. Mais de toute façon, dans ces rencontres, ceux qui ont fait la différence, pour moi, ce n'étaient pas les stars. Bon, bien sûr, l'impact de Zion Williamson, 70 points en 2 matchs, était phénoménal, et on ne va pas lui enlever ça. Mais sans des mecs de l'ombre comme José Alvarado, Najee Marshall ou Larry Nance, c'est évident, les choses ne se seraient sûrement pas déroulées de la même façon. Tout le monde est impliqué dans cet effectif et ça porte les Pels vers le haut. En parallèle, la concurrence dans la conférence est un petit peu décevante avec certaines équipes qui déçoivent, et finalement, il y a sûrement plus de place que prévu dans ce Far West. Pour diverses raisons, les Clippers, les Warriors, les Grizzlies, les Suns ou les Nuggets ne sont peut-être pas au niveau attendu, ou en tout cas pas tout à fait. Pendant ce temps, Zion et ses potes ont le champ libre, et depuis début décembre, ils sont juste intouchables. Ils défoncent tout sur leur passage et enchaînent les wins, c'est une chose, mais en plus de ça, ils le font avec la manière, et c'est fort appréciable. Ça se sent que cette équipe a des choses à prouver, et le dunk provocateur en toute fin de match face aux Suns alors que la rencontre était jouée n'est pas venu par hasard. Définitivement, cette team veut envoyer un message, en ce moment elle y arrive, et de la plus belle des manières, en étant intraitable dans les moments clutch et en pilonnant match après match ses adversaires dans la peinture. Quand on voit que ces Pelicans, début décembre, ont pu enchaîner 7 victoires de suite sans Ingram qui était absent là et qu'il est depuis fin novembre, il y a de quoi être optimiste les concernant quand il va faire son retour, au moins sur le papier. Évidemment pour le moment il est tôt dans la saison et je ne veux pas non plus mettre la charrue avant les bœufs, mais ce qui est certain, et ce que j'aime bien, c'est que Zion et ses potes, cette bonne dynamique, ils veulent vraiment la rentabiliser et capitaliser au maximum dessus. Nous sommes numéro 1 à l'ouest actuellement, et je sais que pour beaucoup de monde ce n'est pas significatif parce qu'il est encore tôt dans la saison. Sauf que pour nous, avoir ce classement maintenant, c'est important. Nous voulons non seulement le conserver, mais aussi construire à partir de là. Et justement, c'est ça la grosse interrogation. Les Pelicans peuvent-ils envisager de se maintenir tout au long de la saison, et essayer d'imaginer de faire quelque chose de grand en playoff? Eh bien pour répondre à ça, je pense que d'abord, il faut essayer d'analyser comment il a été construit, ce succès de début d'exercice. Et là, quand j'y réfléchis, évidemment, s'il y a un nom qui me vient à l'esprit, c'est bien celui de Zion Williamson. Visiblement, le gars est vexé du classement qu'on lui a donné tous ensemble dans la vidéo d'il y a quelques semaines qui parlait des Rising Stars, en tout cas des meilleurs joueurs NBA de moins de 23 ans. On était fin novembre et la plupart d'entre nous attendaient un échantillon plus conséquent, ou une montée en puissance pour être totalement convaincus. Et là, pas de doute, il y est arrivé à répondre à ses attentes. Depuis la sortie de ma vidéo, c'est-à-dire depuis début décembre, le gars tourne à 31 points et 9 rebonds par match, à 66% au tir, contre 21 points au mois d'octobre et 23 en novembre. En plus de ça, il délivre aussi 5 passes de moyenne par rencontre, tout en ayant constamment un impact décisif sur la win. Qu'est-ce qu'il vous faut de plus désormais? Personnellement, rien. Le mec a juste d'être ça pour moi. Moi je pense qu'il y a une seule raison à ça. Zion a justement vu cette vidéo des meilleurs joueurs de moins de 23 ans, il a été vexé par son classement et il a voulu me faire mentir. Sur les deux performances à 35 points qu'il a livrées face aux Suns, l'envie qu'il a montrée de venger ses coéquipiers de l'an dernier était hallucinante, c'était un régal à observer. J'ai adoré comment il a enfilé le costume du super-héros de Nola pour prouver au super-vilain de Phoenix qu'un nouveau shérif était arrivé en ville. Ça aussi, en termes de symbole, ça voulait dire quelque chose. Les Pels n'étaient plus juste une équipe attachante et sympathique. Aujourd'hui, avec Zion, il pouvait aussi être un véritable rouleau compresseur. Si personne n'avait réellement de doute sur le talent de Williamson, jusque-là, il y en avait cependant concernant son corps et sa capacité à se maintenir en bonne santé. Et là, justement, Zion réalise un exploit. Il fait en sorte qu'actuellement, plus personne ne parle de son poids. Ce sont ses perfs qui font la une. Et ça aussi c'est un super bon signe. En mixant une telle puissance et une telle agilité, il est un joueur unique, une sorte de Charles Barkley des temps modernes, une bête de muscles qui a des cuisses à la place des bras, avec une technique redoutable et une faculté à créer pour lui et pour les autres qui définitivement fait de l'ailier fort sous-dimensionné un joueur à part. Et le pire, c'est qu'il n'a que 22 ans et à peine une centaine de matchs à son compteur. A priori, on peut en être sûr, il va encore beaucoup progresser. Désormais, il est constamment ciblé par les défenses adverses. Il subit énormément de prises à deux. Et ce qui est très rassurant quand on observe ça, c'est que très souvent, je trouve, il fait les bons choix. Il s'en sort bien, je trouve. Il sait très bien exploiter les mismatchs lorsqu'il se présente, mais il sait aussi très bien ressortir la gonfle à ses coéquipiers s'ils sont mieux positionnés que lui. Il est à la fois une individualité dominante, mais aussi un rouage essentiel d'un collectif qui peut être efficace en étant seulement le 3e joueur de l'histoire jusque-là, avec Charles Barkley et Amar'e Stoudemire à pouvoir se targuer de scorer plus de 25 points par match en prenant moins de 16 tirs. Ça montre encore sa justesse redoutable, et au final, même s'il a quand même 28% d'usage cette saison, ce pourcentage n'a jamais été aussi bas depuis le début de sa carrière. Et est-ce que c'est un souci qu'il soit autant utilisé? Je ne pense pas, parce que chacun des ballons qu'il reçoit, il essaye d'en faire quelque chose de bien. Le mec ne brille plus tout seul, comme à l'époque de Stan Van Gundy, non, maintenant il brille dans un collectif, et ça ajoute une vraie plus-value à son niveau à mes yeux.
Bon après bien sûr il y a encore des choses à polir, il perd plus de 4 ballons par match par exemple, et ça pour moi c'est son principal axe de développement dans le futur. Mais perso, vu tout ce qu'il est capable de faire en parallèle, je lui pardonne aisément. Qu'est-ce que ça fait du bien de voir un Zion Williamson à 100% et en pleine possession de ses moyens. Aujourd'hui je le trouve plus serein, plus mature, plus focus, ses progrès ils se matérialisent dans le playmaking, en défense, dans le jeu off-ball et dans le leadership. Il y a quelques temps, je faisais une vidéo me demandant si Zion était la pièce manquante du puzzle Pelicans, et vu ce qu'il montre dernièrement, la réponse semble unanime, c'est un grand oui. Et le mieux je trouve, c'est que désormais, il est devenu un très bon défenseur, au-dessus de la moyenne en tout cas, ce qui était sa principale faiblesse depuis sa draft. La principale différence, c'est que désormais, je le trouve actif, volontaire et même très mobile. Il communique beaucoup, place ses gars, et en termes de positionnement, je le trouve toujours réfléchi, et tellement solide aussi. Parmi les titulaires, il est juste celui qui possède le meilleur defensive rating de sa team. C'est fou, honnêtement, je ne m'attendais pas à un tel step-up, et en vrai, pas besoin d'en dire beaucoup plus. Actuellement, l'ailier fort des Pelicans joue à un niveau de candidat au MVP, et évidemment, sa part de responsabilité est immense dans le super début de saison de son équipe. Surtout que derrière lui, il possède de sacrés lieutenants, en la personne de Brandon Ingram et de CJ McCollum. Alors certes, les deux ont vu leur stats baisser par rapport à la saison dernière, mais si ça rend service à l'équipe, que ça donne de la liberté à Zion et que les Pelicans gagnent, qui va s'en plaindre? Personne a priori, à part leurs adversaires. Ce que j'aime avec ces deux joueurs, c'est que actuellement, en tout cas quand Brandon Ingram est en bonne santé, ils sont utilisés à bon escient, enfin je trouve. Les deux gars, chacun dans leur rôle, peuvent être d'énormes scoreurs, mais qui peuvent aussi vite plafonner ou commettre trop de déchets lorsqu'ils sont sursollicités. Si l'un comme l'autre peut régulièrement mettre 30 pions, ils ne sont pas non plus les plus réguliers du monde, et sont tous les deux des joueurs de série. Ils sont ce genre de gars qui peuvent prendre feu sur 4-5 matchs de suite, puis connaître des pannes d'adresse la semaine suivante, et ça en tant que go-to guy, ça peut handicaper l'équipe, surtout que plus les défenses se resserraient, plus c'était flagrant. Ça par exemple, je trouve ça s'est bien vu en playoff la saison passée. Ingram par exemple, sur les victoires face aux Suns, ça tournait à plus de 33 points par match, à 56% de réussite au tir. Mais sur les défaites, ce n'était pas la même, malgré une perf à 34 points lors du Game 3, il ne tournait qu'à 23 points par match, à 43% de réussite. C'est violent vraiment comme différence. Pour McCollum, c'est la même s'il a tourné à 22 points de moyenne par match en playoff, son adresse sur courant alternatif à 39% n'a pas toujours aidé sa team. Au milieu de tout ça, je trouve, il manquait un catalyseur, un mec régulier qui pouvait aller chercher des points faciles dès que son équipe en avait besoin, et Zion correspond exactement à ce profil. Maintenant, à ses côtés, il suffit que soit Ingram, soit McCollum soient dans un bon jour, et hop, les Pelicans deviennent très difficiles à défendre. Et maintenant, un soir où les trois sont au top, ils deviennent carrément indéfendables. Peu d'équipes en NBA peuvent se vanter de posséder un trio de scoreurs si talentueux et si complémentaires. Après, bien sûr, même si aujourd'hui ça semble de plus en plus clair, vient la question de la hiérarchie. Actuellement, quand je vois le niveau de jeu de Zion, ça me va tout à fait de penser que Ingram et McCollum sont plus à l'aise dans des rôles de lieutenant, en tant qu'option 2 et option 2 bis, plutôt que dans des rôles de franchise players. Cependant, ce n'est peut-être pas non plus un total hasard si l'explosion de Zion cette saison, et celle des Pels en parallèle, a tout à fait correspondu à la période d'absence de Brandon Ingram. Alors attention, jamais de la vie je ne me permettrai de dire que l'équipe est meilleure sans Ingram. Je dis juste que tout le monde doit encore trouver sa place dans cette hiérarchie, accepter son rôle et puis se développer des automatismes. Ça pourrait prendre encore un peu de temps quand l'Eli reviendra de blessure. En revanche, si je vois une bonne chose là-dedans, dans cette situation, c'est que désormais, à mon sens en tout cas, les choses sont moins floues. Si jusque-là on ne savait pas trop qui de Zion ou Ingram devait prendre les rênes et que ça alternait un petit peu match après match, aujourd'hui on n'a plus trop de doutes. Cette équipe, si elle veut gagner, ça doit être avant tout celle de Zanos, qui finalement est bien plus régulier, et je n'ai aucun doute sur le fait qu'Ingram, à son retour, saura tout à fait endosser et accepter le rôle de lieutenant de luxe qui lui est promis, si ça fait gagner la team, y a pas de raison. Sa blessure à l'orteil, qui traîne un petit peu là d'ailleurs en longueur et qui peut être inquiétante, aura au moins permis à Willie Green de tirer des conclusions et d'avoir des réponses à ses questions. Mais si seulement pour les adversaires, ils n'étaient que 3. Derrière ce trio, nous avons toute une armée de role-players prêts à tout péter, tous les soirs. Mais avant ça, j'ai une question à vous poser. Êtes-vous bien abonné à cette chaîne? En ce moment, je le vois en regardant les analytics sur YouTube, toutes les stats de ma chaîne sont en baisse. C'est peut-être lié à la Coupe du Monde, je l'espère en tout cas. Mais maintenant, le mondial touche bientôt à sa fin. Alors si vous voulez aider la machine à se relancer, il faut mettre un pouce bleu bien sûr, en bas de la vidéo, mais aussi cliquer sur ce foutu bouton rouge si ce n'est pas encore fait. En vrai, c'est méga important ce genre d'interaction pour l'algorithme. Voilà pourquoi je compte sur vous et j'ai besoin de vous pour tenter désormais d'aller décrocher la lune.
Mais bref, revenons à cette team des Pelicans, et ce que je trouve fort, c'est que non seulement au sommet de la pyramide, avec d'excellents joueurs, c'est balèze, mais en plus de ça, les bases sont super bien construites. Derrière le trio, on a tout plein de gars, morts de faim, avec une profondeur extrême, des profils très variés, et une super bonne complémentarité. À l'intérieur déjà, on a des valeurs sûres, comme Jonas Valanciunas et Larry Nance Jr. Le premier est un pivot attaquant ultra gifté, tandis que le deuxième, lui, plus habitué au poste 4, est un expert de la défense. Willie Green sait qu'il peut compter sur eux soir après soir, et déjà ça apporte un peu de sérénité dans la peinture. Ajoutons-leur un Garrett Temple de 36 ans en leader du vestiaire, et la team grognard est définitivement présente dans ce roster. On le sait, dans toutes les équipes, c'est super important d'avoir des vieux briscards, et encore plus dans la raquette, ces espèces de gars sûrs qui, soir après soir, feront le taf de l'ombre près du cercle. Mais si à côté de ça, dans ton cocktail, tu n'apportes pas un petit peu de fraîcheur, avec de la jeunesse, tu peux directement te tirer une balle dans le pied. Parlez-en aux Lakers de la saison passée. Et justement, avec Herb Jones le pilier défensif, José Alvarado la teigne, Najee Marshall l'homme à tout faire, qui ont tous les trois 24 ans, mais aussi Trey Murphy le sniper, Jackson Hayes le rim runner, tous les deux 22 ans, et même Dyson Daniels, la pépite de 19 ans, il y a largement de quoi faire dans l'effectif de Willie Green. Et encore une fois, dans tout plein de profils, et de rôles différents, c'est kiffant. Ajoutons à ça un Devonte Graham de 27 ans et un Willy Hernan Gomez de 28 ans et on se rend très vite compte que dans ce roster, il y a énormément de variété dans les styles des profils. Et ça, pour moi, c'est une vraie force. Ça permet à Willie Green de jouer small ball, en mettant par exemple Zion Williamson en poste 5, ou alors de jouer à l'inverse, totalement tall ball, avec un Ingram en 2. Le tacticien a des dizaines et des dizaines de possibilités dans la main pour établir ses line-up en fonction des adversaires, et ça, je trouve, il s'en sert super bien. C'est vraiment ce genre de truc que j'aime beaucoup chez ce coach qui pourtant n'a qu'une année complète d'expérience en tant que numéro 1 dans sa besace. Formé notamment à Phoenix avant d'arriver aux Pels, il a l'attitude d'un leader, un mec très charismatique, qui est très bon communicant, mais en plus de ça, j'ai l'impression que c'est un réel stratège, qui n'hésitera pas à expérimenter des trucs sur le terrain. Et ça, il le fait souvent avec réussite. S'il y a besoin de taille, il associe Ingram, Herb Jones, Zion et Valanciunas. S'il y a besoin d'agressivité, il va faire jouer Alvarado, Daniels et Marshall. S'il veut du shoot, il associera Graham, McCollum, Ingram et Murphy. Les possibilités sont folles avec ce roster et Green n'hésite pas à s'en servir aussi bien qu'il le peut. Un grand bravo à David Griffin d'avoir réussi à assembler cet effectif, mais aussi un gros GG à Willie Green pour réussir à l'utiliser comme il faut. Le coach a su tailler un costume sur mesure à chacun de ces éléments et croyez-moi, ceux-ci vont tout faire pour essayer de répondre au mieux à ce que l'on attend d'eux. Avec son passif d'ancien joueur, Green a vraiment réussi à mettre en confiance toutes ses troupes sur le terrain et ça se voit en ce moment, elles le lui rendent puissance 1000. Quand on regarde jouer les Pelicans, ça pue la cohésion, ça pue l'alchimie, et pour ça, vraiment, j'en suis persuadé, le taf que Green a réalisé en amont est définitivement à applaudir. Il s'est aussi largement délégué, en laissant régulièrement la parole à des cadres comme CJ McCollum dans le vestiaire, ou à un gars comme Garrett Temple qui, même s'il joue peu, joue un grand rôle pour conseiller les jeunes, les driver et leur montrer la voie du train de vie de basketteur professionnel en NBA. En termes d'atmosphère ou d'ambiance, le vestiaire des Pelicans, j'ai l'impression, est juste un modèle de réussite. C'est le monde des bisounours, tout va bien, tout le monde s'écoute, tout le monde se fait confiance. Le tacticien a réussi à assembler les individualités pour en faire une vraie équipe, qui ne garde qu'une seule idée en tête, se venger de l'élimination de l'année dernière pour tout péter dès cette saison. Et puis comme je le disais un petit peu plus tôt, si certains sont blessés ou absents, peu importe, next man up, c'est la mentalité de ces Pelicans. Actuellement, à la Nouvelle-Orléans, ça se voit, on sent réellement que quelque chose est en train de se passer. Et ce qui est kiffant, c'est que Green, malgré tout le crédit et le respect qu'il mérite, continue à se comporter en leader avec des discours d'une humilité incroyable. Je suis extrêmement privilégié d'être dans cette position et de coacher cette équipe. Ça nous a demandé beaucoup de boulot pour sortir la tête du trou, et l'an dernier, nous avons eu la chance d'être suffisamment en bonne santé pour faire un gros run. Ce que nous faisons en ce moment est juste la continuité de ce qui s'est passé l'an dernier. Je sais que nous sommes encore en début de saison, mais je veux quand même qu'on puisse profiter de notre place actuelle tout en gardant en tête qu'il nous reste beaucoup de travail à accomplir. Quoi de mieux comme speech pour mettre tout le monde dans les meilleures dispositions mentales possibles tout en évitant l'excès de confiance? Rien. J'adore cette méthode et pour moi, Green est en train de marquer de très gros points dans la course au trophée de meilleur coach de l'année en NBA. Mais bref, là ce qu'on a pu voir, c'est qu'en termes d'individualité, de complémentarité, mais aussi d'ambiance, de cohésion et d'alchimie, ces Pelicans sont au top. Sauf qu'il y a une question qui se pose, comment ça se matérialise sur le terrain ?
Eh bien déjà avec une attaque impressionnante, qui est très belle à observer, avec un ballon qui circule hyper bien. À ce jour, les Pels possèdent le 5e meilleur offensive rating de toute la ligue, et se situent dans le top 6 des équipes qui font le plus de passes décisives par match. Tout ça sans avoir de réel playmaker, et sans avoir personne qui dépasse les 6 caviars par rencontre. Ça c'est ouf déjà, et ça montre à quel point la gonfle est super bien partagée entre tout le monde. C'est beau. Puis ce que j'aime noter aussi, c'est que la Nouvelle-Orléans tourne super bien offensivement, tout en étant l'une des 3 équipes qui prend le moins de tirs à 3 points de toute la NBA. Ça, c'est peut-être en train de nous montrer que le jeu est en train de changer. Les snipers sont pourtant là, bien présents au périmètre, prêts à dégainer, et en termes de pourcentage à longue distance, Nola est dans le top 10. Mais justement, c'est plaisant de voir qu'ils sont là avant tout pour menacer et créer des espaces, pas pour abuser, j'aime beaucoup. Les défenses sont donc obligées d'être attentives au périmètre, vu qu'on a des shooters extérieurs, mais aussi dans la raquette évidemment, vu qu'on a un Zion qui, on le rappelle, peut tout péter. Là, ça commence à faire beaucoup d'endroits à contrôler, beaucoup de zones, l'intérieur, le périmètre, y a pas le choix de toute façon, et quand on fait ça, ça libère d'autres zones, et notamment la zone intermédiaire, celle du mid-range. Et vous savez quoi, ça tombe parfaitement bien, car Brandon Ingram et CJ McCollum sont juste des experts dans le domaine. Sur les pull-ups à 4 ou 5 mètres, ils font juste partie de l'élite de la ligue. Vous commencez à capter à quel point maintenant, non seulement toutes les armes sont là, à Nola, mais en plus à quel point elles se complètent parfaitement. Chez ces Pelicans, le danger peut venir d'absolument partout, et vu qu'en plus de ça, le ballon circule super bien, on l'a dit quand on parlait du nombre de passes décisives, il n'y a pas le choix. Face à eux, il faut choisir son poison. Et un peu de vitriol? Non! Oui! Et ce qui est fou en plus de ça, c'est que plus la saison avance, plus ça step up, et plus les automatismes semblent se développer. Il faudra voir encore une fois ce que ça donnera avec le retour d'Ingram, mais c'est impressionnant souvent comment ce jeu offensif bien huilé arrive totalement à faire tourner en bourrique pas mal de défenses adverses. Alors ouais, l'attaque c'est déjà très bien, mais là où il me faut encore plus kiffer, c'est de l'autre côté du terrain, où souvent ce que j'observe me laisse sur le cul. Les Pels sont juste la 3e équipe de la ligue en termes de defensive rating, et la 2e pour ce qui est des interceptions par match. À l'image d'un José Alvarado exemplaire dans le domaine, ils ont pris l'habitude de prendre le porteur de balle à la gorge dès qu'il rentrait dans leur moitié de terrain, et de contester toutes les lignes de passe, ce qui évidemment parasite le jeu adverse. Je suis beaucoup trop fan du surnom Grand Theft Alvarado. Si on ramenait son temps de jeu à 36 minutes, il serait 12e meilleur intercepteur de la ligue. Et c'est vrai, moi je trouve que quand on le voit sur le terrain, l'impression qu'il donne est folle. Il est un modèle de ténacité et de hargne, une teigne vraiment, et Chris Paul doit en faire des cauchemars. Ajoutons-lui un gars comme Herb Jones, qui lui dans le domaine est super polyvalent, donne de l'énergie, est mobile, peut sortir sur les extérieurs, se jeter sur les ballons, mais aussi largement être utilisé pour protéger le cercle en deuxième rideau, et déjà dans cette équipe on a certaines armes qui donnent le ton. Je pourrais également parler du rookie Dyson Daniels, qui déjà dans le domaine est excellent, et qui sur certaines phases se comporte sur un lockdown. Non, vraiment, ce que montrent ces jeunes, Anola défensivement, c'est très lourd. Ces 3 gamins, avec leur énergie, bien aidés par le vétéran Larry Nance, arrivent vraiment à faire step up tout le niveau de leur team. C'est contagieux leur énergie. Dans leur sillage, ça se voit, tout le monde veut se mettre à leur niveau, tout le monde veut faire les efforts. Et je n'ai rien d'autre à dire, à part, encore une fois, que c'est beau ce qu'a su créer Willie Green. Aujourd'hui, c'est simple, les Pelicans sont la seule équipe de toute la ligue située à la fois dans le top 8 du offensive rating et dans le top 8 du defensive rating. L'équipe est super équilibrée, elle n'a que peu de points faibles, et la recette semble hyper prometteuse, non seulement pour faire quelque chose lors de cette saison régulière, mais aussi pour aller loin en playoff. Surtout qu'il y a un dernier élément que j'aimerais bien évoquer, c'est leur entre de la Nouvelle-Orléans, le Smoothie King Center, où les fans sont complètement bouillants. À la maison cette saison, les Pels n'ont que 3 défaites, et seules 3 équipes ont fait mieux, les Grizzlies, les Warriors et les Celtics. Je m'en rendais pas trop compte jusque-là, mais maintenant ça saute aux yeux. Jouer là-bas doit être un vrai calvaire tant l'ambiance est torride. Pour la petite histoire, sachez que Eddie Johnson, commentateur pour les Suns, a même accusé les Pels d'avoir une machine qui huait ses adversaires tellement il y avait de bruit dans la salle. Le mec n'arrivait pas à croire que les fans tout seuls pouvaient faire autant de vacarme, un truc de dingue. J'ai d'ailleurs beaucoup aimé suite à cette histoire la réponse du community manager de la franchise qui disait qu'il y avait eu erreur. Il a bien avoué qu'il y avait une machine, mais qu'elle s'appelait Zion Williamson, et que c'était elle qui rendait les fans complètement fous. Priceless. Là, ce qui est plaisant à voir, c'est que l'esprit compétitif de l'équipe sur le terrain agit sur les foules et surexcite les fans, alors que les cris en provenance des tribunes, eux, dynamitent encore plus les joueurs. C'est un vrai cercle vertueux qui pousse encore plus la team vers le haut et qui la rend encore plus difficile à battre lorsqu'elle joue sur ses terres. On se rappelle dans l'histoire de pas mal de teams, comme les Warriors We Believe, les Grizzlies Grind City, les Raptors We The North. Toutes ces équipes à leur échelle avaient réalisé un parcours mémorable, poussé par des fans incroyables. Et vous savez quoi, moi j'ai l'impression que tout semble être en place là pour que l'ère des Won't Bow Down Pelicans puisse avoir lieu, et elle pourrait être très cool.
Du coup, si on fait le bilan, on se rend compte que déjà pas mal de cases sont cochées au sein de cette équipe de la Nouvelle-Orléans. Une grosse star, des lieutenants de luxe, un effectif polyvalent et équilibré, un coach en or, du talent en attaque et en défense, ainsi qu'un public qui fait peu à peu du Smoothie King Center une citadelle imprenable. Alors qu'est-ce qui pourrait empêcher AC Pels de devenir un contender sérieux? Pas grand chose a priori, même si moi j'ai peut-être une petite limite quand même à apporter. Là l'équipe est dans une super dynamique, et le retour d'Ingram, même s'il nécessitera peut-être un petit temps d'adaptation, devrait aider la team à encore step up et encore aller vers le haut. Imaginez ces Pelicans continuer sur leur lancée et terminer dans le top 3 de la conférence Ouest, j'y crois fort, le top 1 est même jouable en évitant les blessures. Cependant, être contender, ça veut dire jouer le titre, pas dominer la saison régulière. Et on le sait, en playoff, c'est souvent un autre basket qui se pratique. Aujourd'hui, dans la team, parmi les cadres, seuls Jonas Valanciunas, Larry Nance et CJ McCollum ont déjà pu goûter aux joies d'un deuxième tour, ça reste faible. Parmi eux, seul Nance a déjà mis un pied en finale, c'était en 2018 avec Cleveland lors du sweep face aux Warriors, et son rôle restait plutôt limité, lui qui jouait moins de 20 minutes par rencontre. Vous voyez où je veux en venir, j'ai peur que ce manque d'expérience soit un facteur décisif et défavorable pour ces Pels lorsque les grosses joutes de post-season pointeront le bout de leur nez. Est-ce qu'aujourd'hui, sur une série en 7 matchs, face à des Warriors au complet, des Suns au complet, ou même des Clippers ou des Nuggets au complet, je mettrais les Pelicans favoris? Pas sûr. Après attention, je ne dis pas qu'il ne peut pas y avoir exploit, loin de là, tout est possible en NBA, et encore plus avec ces Pelicans. Cependant, je pense qu'à l'usure, certaines de ces équipes qui sont habituées au long parcours de playoff pourraient prendre l'avantage, et encore plus si justement les Pels doivent enchaîner ce genre de team. Voilà pourquoi je pense que concernant Zion et ses potes, oui, ils peuvent faire une excellente saison régulière, mais je pense qu'il est trop tôt pour les considérer définitivement comme un contender. Les concernant, je préfère utiliser le mot outsider, qui leur va mieux, car avouons-le, même s'ils devaient rester à la première place de l'Ouest toute la saison, cela resterait une grosse surprise de les voir arriver jusqu'en finale, non? C'est en tout cas ce que je pense, mais est-ce que ça veut dire que je suis fataliste concernant ces Pels? Pas du tout. À mes yeux, justement, cette saison, ils possèdent déjà toutes les pièces pour faire un joli parcours de playoff, et justement, aller chercher et engranger cet XP qui sera nécessaire. Avec ça, qui sait, ils pourraient devenir des contenders sérieux très vite, et pourquoi pas dès l'année prochaine, ça ne m'étonnerait qu'à moitié. Quoi qu'il en soit, c'est clairement ce que je leur souhaite, car voir cette complémentarité, cet équilibre et cette alchimie dans une équipe, c'est tout ce que j'aime quand je regarde du basket. Il faudra donc probablement de la patience, mais vraiment pour moi, si cette équipe continue dans cette voie, elle s'ouvrira un max de portes pour aller choper un titre à moyen terme. En attendant, pour répondre à la question du jour, je dirais que ok, ils ne sont peut-être pas encore un contender, mais par contre, ils sont un vrai outsider sérieux, y a pas de souci avec ça. Et puis rien que ce statut, c'est pas déjà énorme pour une team qui n'a pas réalisé une saison à plus de 50% de win depuis 2018? Là, je crois qu'on se rend pas compte de ce qu'ils sont en train d'accomplir. Qu'est-ce que ça doit être bon d'être fan de cette équipe de Nola en ce moment? Et croyez-moi, de mon côté, contender ou pas, outsider ou pas, je ne vais pas me priver de les regarder jouer pour me faire kiffer. À mes yeux, cette escouade des Pels, c'est la super belle histoire de ce début de saison, l'équipe qu'on n'attendait pas, qui joue bien, qui est soudée, et j'ai vraiment hâte de voir ce que ça va pouvoir donner à la fin de la saison régulière, et surtout en playoff. Voilà pour ce qui est des Pelicans et de leur statut d'outsider, voilà pour ce qui est de ce nouveau Coast to Coast. Ça vous a plu? Vous en pensez quoi, vous? Dites-moi tout ça en commentaire. À quelle place vous les voyez terminer la saison régulière dans la conférence Ouest? Et jusqu'où vous les voyez arriver en playoff? Dites-moi tout ça, vraiment, j'ai hâte de connaître votre avis et de voir vos tendances. Et pour finir, vous connaissez les bails, on s'abonne à la chaîne, on active la cloche pour recevoir les notifications, on lâche un maximum de pouces bleus et on rédige ses meilleurs commentaires. Big up en tout cas à tous ceux qui sont restés jusque là dans la vidéo, c'est super important pour la mise en avant, le watch time et le référencement sur YouTube, et merci à tous ceux qui continuent à soutenir sur Twitch et sur Tipeee. Franchement, vous êtes le sang, comme vous l'avez capté, la période est un petit peu difficile en ce moment, peut-être à cause de la Coupe du Monde, je l'espère, alors si vous aussi vous voulez soutenir et rejoindre cette Dream Team, n'hésitez plus. Le mieux, c'est Tipeee, et toutes les infos seront dans la description. Merci d'avance. À très vite.